quoi, 3 points? Oh, c'est incroyable ce que nous fait Barbich, Kamagat, Bégarin, le petit jeu à 3 des espoirs parisiens. Décidément, la jeunesse prend le pouvoir à Paris. Oh, le gros contre de Gary Florimond. Valentin Chéry qui nous fait la totale sur cette action. It's cherry time. Et salut à tous et salut à toutes, vous êtes bien dans la nouvelle émission Paris Basketball on Air, l'émission de radio consacrée au club du Paris Basketball. Vous nous retrouvez un jeudi sur deux pour parler du club parisien, entre résultats, infos, interviews des joueurs, du staff ou de personnalités proches du club. Bref, l'émission de référence sur le PB. C'est la 3e émission de l'année. Messieurs, on va revenir sur les résultats des 3 dernières rencontres depuis notre dernière émission. Il y a 2 semaines, on reviendra notamment sur ces 3 derniers matchs avec un constat. Le Paris Basketball est sur 6 défaites d'affilée. Il faut en parler, messieurs. On aura aussi en fin d'émission un moment qu'on attend tous, l'interview du capitaine Gary Florimond qui nous fait l'honneur d'être avec nous en plateau. On le retrouvera tout à l'heure. C'est la 3e émission de la saison. Messieurs, on est parti pour parler du Paris Basketball. C'est parti. Comme je vous le disais, au sommaire, une émission assez chargée. Je ne suis pas tout seul pour faire cette émission. Je suis avec mes 2 acolytes de toujours, Antoine, Flavien. Messieurs, comment ça va ? Eh ben ça va et toi ? Hello, Tranquille ? ça va très bien. Eh ben oui, très bien. Ça fait plaisir de vous retrouver après de longues semaines. Également. On va parler du coup du Paris Basketball. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, l'émission et également sur les réseaux, sur Twitter. Attendez que je me trompe pas, c'est Paris Basket du 8 Paris B. Effectivement, Paris B du 8 on air et sur Facebook Paris Basketball on air. Vous pouvez nous retrouver avec tous les podcasts et toutes les émissions depuis le début de la saison. Et il y a toutes les infos utiles et qu'il vous faut pour suivre la saison du PB. Messieurs, je vais vous laisser la parole. Surtout toi, Flavien, tu as 2-3 petits trucs à nous apprendre sur le club. Tu nous as fait une petite récap des news à retenir de ce début de saison. Flav ? Yes, tout à fait. La première nouvelle sur les 2 semaines qu'on a passées, les 2 dernières semaines, c'est que le Paris Basketball a enregistré le retour d'un nouveau joueur en la personne d'Evans Ganapamo. L'ailier de 25 ans a débuté son aventure parisienne contre Antibes lors du match de retour de Leaders Cup la semaine passée. Ganapamo aura passé 8 minutes sur le parquet. Lui qui revient d'une grosse blessure au ligament croisé et qui n'avait pas du tout joué depuis plus d'1 an. Il a également fait ses débuts en championnat contre Poitiers vendredi dernier. Le Paris Basketball a organisé une soirée partenaire pour présenter son équipe dans les salons de la Tour Eiffel le 30 octobre dernier et a par ailleurs officialisé via le président David Kahn que le club jouerait à la nouvelle Arena à Porte de la Chapelle pour septembre 2022. Autre annonce récente du club, le Paris Basketball qui affrontera Aix-Maurienne le 26 janvier 2020. Pourquoi cette date ? Tout simplement parce que la rencontre ne se disputera pas à l'Al Carpentier comme il en est la coutume, mais à l'Accor Hotel Arena. Pour la rencontre, le club parisien mettra à l'honneur le Nouvel An chinois. La salle, configurée en formation 7500 places pour l'événement, fera suite à la rencontre de NBA du vendredi 24 janvier 2020 entre les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets dans la même salle. Et enfin, la dernière rumeur en date, celle de Nate Robinson. Nate Robinson, c'est RMC Sport qui a sorti cette nouvelle il y a 2 semaines et Paris qui serait donc en contact indirect selon le média sportif, contact indirect avec le joueur. Mais le coach a souhaité répondre, on va l'écouter tout de suite. Aujourd'hui, on a vu dans la presse que Paris s'intéressait peut-être à un autre joueur. Vous, est-ce que vous... dites-moi lequel, est-ce que je suis pas au courant. Ça parlait de Nate Robinson. Ouais, et Michael Jordan aussi. Et je pense que LeBron, je l'ai eu là, il m'a laissé un texto. LeBron, il m'a laissé un texto, il m'a dit j'arrive. C'est un peu, t'as de la chance, il est pas qualifié pour ton match. Et voilà, donc une touche d'humour un petit peu. Beaucoup d'humour. Toujours. Mais qui Monsieur pose cette question ? Je ne sais pas. Non, effectivement, on lui a posé la question pour savoir un petit peu son avis général sur cette rumeur et sur l'effectif qu'il a à sa disposition. C'est vrai que le coach Pratt manie l'humour avec beaucoup de facilité.
Flav, merci pour ces petites nouvelles. On prendra l'habitude toutes les 2 semaines à chaque fois de faire un petit récap justement des news qui ont émaillé le club pendant ces 2 semaines. On parlait des résultats, les résultats sur les 3 derniers matchs, donc depuis notre dernière émission, quels sont-ils ? C'est du coup 3 défaites avec une première défaite contre Souffle, c'était à domicile, c'était le premier match de Pro B à domicile de la saison. Une défaite un peu sévère et un petit peu qui s'est jouée dans les dernières secondes, 76-77 avec un dernier lancé loupé qui a permis du coup à Souffle de gagner ce match-là. Retour du match de Leaders Cup, c'était à Antibes cette fois-ci. Pareil, défaite 75-69 pour les Parisiens qui sont donc éliminés de cette Leaders Cup. Et dernière défaite lors du dernier match, c'était à Poitiers cette fois-ci, 90-79. C'est mal parti pour... alors c'était bien parti, pardon, pour les Parisiens. Et là, les défaites s'enchaînent en Pro B. Flav, Antoine, pardon, excuse-moi, je me tourne vers toi en plus et je me trompe de prénom. Antoine, est-ce que tu peux nous faire un petit point justement sur les autres résultats de Pro B et surtout sur le classement des Parisiens? Un petit point classement, c'est pas évident pour l'instant pour le Paris Basketball qui est 13e donc de Pro B avec un bilan d'une victoire pour 3 défaites. Juste, on va se pencher un petit peu sur le haut du classement. Il y a 7 équipes qui ont un bilan de 3 victoires pour 1 défaite. On va s'arrêter sur les 3 premières au goal average. On a Blois qui est premier, Souffle donc qui a battu le Paris Basketball, tu en parlais Yonim, dans un match assez serré et coup près pour le retour à domicile, et Denain qui est 3e, donc les nordistes qui ferment ce podium. Et en bas du classement, donc comme je le disais, Fos-sur-Mer est la seule équipe qui n'a pas gagné de match encore, 0 victoire, donc 4 défaites. Et ensuite, du 13e à la 17e place, ça a 1 victoire pour 3 défaites, donc le Paris Basketball est 13e, Saint-Chamond 16e et Poitiers 17e. Ce qui est après ça reste le début de saison encore. C'est ce qu'on allait s'installe. dire hein, c'est on va parler de ces défaites là, rien d'alarmant non plus, faut pas tirer la sonnette d'alarme comme les pompiers tout de suite maintenant, mais c'est vrai qu'il faut parler de ces défaites. Après on est sur un début de saison, l'année dernière Paris avait eu du mal aussi à enchaîner les victoires en tout début, c'était normal hein, c'était le début du club et la création du club. On est un peu sur le même schéma, beaucoup de changements cet été. Voilà, l'important, on le sait, hein, le championnat, c'est un marathon. Hein, le but, c'est d'être sur la longueur et de continuer. On va parler justement de ces matchs et du contenu de ces matchs tout de suite. Messieurs, on le disait, des défaites qui s'enchaînent. Faut parler du contenu de ces matchs que nous avons vus pour la plupart. Voilà, avec même les matchs à l'extérieur, on a la possibilité de les voir, donc c'est assez intéressant. Parlons-en. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, sur ces matchs-là ? J'avais noté, dans un premier temps, une certaine... alors j'ai noté défaillance. Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment une défaillance ? Des petits manquements en tout cas. Des manquements, c'est surtout, c'est peut-être ça c'est peut-être plus précisément le terme à employer. Non, moi je veux surtout parler du match contre Souffle, la défaite donc d'un point comme le disait Antoine, qui a fait vraiment, je pense, du mal au groupe. Ça a été alors Paris a dominé toute la première mi-temps, s'est retrouvé à cause d'un troisième quart-temps, on va dire faible, vite mené. N'a pas lâché, s'est retrouvé avec la possibilité d'égaliser à la toute fin du match, n'a pas saisi cette chance-là. Je pense que c'est la défaite parmi les 3 là, qu'on va traiter qui fait la plus mal vraiment pour le coup. Ouais, elle fait très mal au moral même pour un retour à domicile, enfin pour une première en Pro B à domicile, parce que le Paris Basketball avait déjà joué des matchs. C'est vrai elle a un scénario un petit peu amer. Tu poses ton jeu, tu t'imposes, puis au final tu te fais revenir, tu te fais dépasser, tu n'arrives pas à reprendre le lead dans une salle quand même où il y avait une bonne ambiance. En plus, cette salle-là, tu as pu le remarquer, Flav, puisque tu as commenté le match avec Samuel. Et non, c'est un match où il y a beaucoup d'apprentissage à tirer quand même. Je pense que des matchs aussi coup près, il y en aura d'autres. Après, Souffle a été extrêmement adroit à 3 points dans la 3e quart, si je ne me trompe pas. Il termine au total à 40% à 3 points sur ce match-là. C'est vraiment bien rentré. Au début, ça rentrait pas trop. À la fin, c'est vraiment trop rentré, justement.
Donc il y a des ajustements à faire. Par contre, c'est une bonne défaite s'il y a s'il y a des points améliorés. Pas comme toutes les défaites, il y a des points améliorés, mais là, il y a des vrais axes. On peut déceler les points à retravailler, à bricoler pour ne pas reperdre ce genre de rencontre un peu serrée. T'en parlais, Flavien, de ce troisième carton loupé des Parisiens. On a interrogé Sylvain Francisco après le match. On l'écoute tout de suite sur ce troisième carton. Franchement, collectivement, on va dire, on a défendu que 30 minutes. C'était au troisième quart-temps. C'est à ce moment-là, Souffel a réussi à revenir et qu'on n'était pas dans le match parce qu'on a raté beaucoup de tirs au vert. On n'a pas tenu nos duels 1 contre 1 et c'est grâce à ça qu'ils ont profité pour mener jusqu'au quatrième quart-temps, quoi. Flav. Bah oui, du coup, ce que Francisco dit est très juste. Et même, il parle vraiment spécifiquement du troisième quart-temps. Notamment en face, il y a quand même eu des joueurs qui sont vachement mis en valeur, notamment Medjin Guama, qui vient de notamment signer à Nanterre aujourd'hui, qui avait planté combien de points? Il termine à 21 points. 21 points à 7 sur 11 au tir. Il avait fait vraiment mal à la défense parisienne. Et à l'image de Medjin Guama, Paris n'avait pas su défendre correctement, notamment sur ce troisième quart-temps. Ils ont pris vraiment le bouillon. Ils ont pris l'eau, ouais. Ils ont pris l'eau, c'est même ce qu'on écoutera tout à l'heure, coach Pratt aussi un peu là-dessus. Ils n'ont pas su réagir. Ils ont eu un manquement, clairement. C'est plus mental que vraiment sur de la technique, sur de la tactique. C'est vraiment. Ils ont laissé les bras et ça s'est senti. Alors après, ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il y a un quatrième quart-temps derrière où Paris, au mental, se refait, revient petit à petit, grappille point après point pour revenir dans le match. Ça suffit pas. Ça passe pas loin, mais il y a quand même un scénario assez triste au final. Gary Florimond, du coup, qui a la possibilité d'égaliser à la dernière seconde, hein, il marque le panier, il a la faute, il a la possibilité d'égaliser. Et Gary loupe ce dernier lancé. Défaite pour Paris sur ce premier match à domicile. On va écouter maintenant le coach, justement, qui revient lui aussi sur ce troisième carton assez faible des Parisiens pour le coup. Et le troisième carton, il est assez paradoxal parce qu'en fait, on a un paquet de tirs ouverts dans le troisième carton. On a, je sais pas combien de tirs ouverts on a, mais on en a à foison. On n'en met pas un. On met pas un tir dans le troisième carton. Et le problème, c'est qu'au lieu de continuer à défendre, on s'est relâché défensivement. On prend un éclat dans le troisième carton parce qu'on est maladroit en attaque. Et les joueurs, c'est souvent comme ça, c'est quand on est maladroit en attaque, on oublie de défendre. Non, ce que je leur ai dit, c'est basket, ça arrive d'être maladroit en attaque, par contre vous devez continuer à défendre. Vous en pensez quoi de ces déclats-là et alors quand je parlais de défaillance, c'est vrai que 3 défaites avant ça, Paris se devait, hein, mais avait la possibilité de gagner. C'était mis le match assez facilement, c'était mis le match dans les bons rails en tout cas sur cette première mi-temps. Et on voit qu'ils ont lâché, qu'ils n'ont pas su revenir et faire face à la déferlante de Souffel au final. C'est assez dommage. C'est vraiment dommage, d'autant plus que Souffel est quand même assez sous-estimé. On s'en rend compte de plus en plus puisqu'ils sont deuxième de Pro B. C'est un club qui vient de monter. Donc t'as moyen de croire en cette victoire peut-être plus facile, vraiment avec des grosses guillemets, parce qu'on va pas manquer de respect à un club qui au final a gagné et qui continue de gagner. Et t'y arrives pas, ça aurait pu te relancer totalement. Après, il y a quand même il y a une dépendance sur ce match-là autour de 3 joueurs, Nobel Bungu Kolo, Gary Florimond et Sylvain Francisco, et autour c'est quand même assez disparate. Et Amarassi prend 4 rebonds mais 5 points. En gros, il y a 3 joueurs qui ont plus de 15 points et les autres sont en dessous, sont à 5 ou moins. Il y a vraiment eu un manque de cohésion offensif. Mais après, voilà, par contre, pas dire que c'est à cause d'eux, que le match a été perdu. Je pense que c'est ce qu'ils ont tenu à préciser d'ailleurs en conférence de presse. Hein, c'est la défaite d'un groupe et le plutôt que coach d'un joueur. Et Francisco l'ont dit, on reproche rien à Gary. Bien évidemment que le match ne se perd pas là-dessus et qu'on aurait dû se gagner le match bien avant ça. C'est clair. Voilà, on est fiers de lui et aucun souci sur ce résultat. C'est clair, quand ils disent qu'ils ont raté beaucoup de tirs ouverts, c'est pas si tu dis ça et qu'après tu dis que c'est de la faute de quelqu'un, c'est pas logique, c'est clairement logique, c'est pas du tout de sa faute à lui. On va parler aussi des autres matchs. Alors certes, il y a le match à Souffel qui perd d'1 point, on a bien compris en perdant ce troisième quart-temps. Il y a quand même deux rencontres qui ont suivi et le résultat là n'était pas le même. Alors certes, il y a la Leaders Cup
qui, disons-le, qui faisait un peu chier tout le monde En termes de calendrier, en c'était termes chiant. de Ouais. calendrier, qui, voilà, même le coach, le coach le disait, hein, vite sortons de, on va la jouer à fond, mais vite sortons de cette coupe histoire de pouvoir travailler. Défaite 75-69 contre Antibes, donc fin de la Leaders Cup. Plus problématique, la défaite à Poitiers 90-79. Pareil, on n'a pas eu le sentiment de rébellion qu'on voulait voir chez les Parisiens. Bah, moi, j'ai surtout senti que Poitiers avait dominé le match de bout en bout. C'était vraiment dès le début, je crois que ça commence par un 12-0 pour Poitiers qui se met bien d'entrée. Et pareil, en défense, c'était trop léger aussi. On a 2 joueurs à Poitiers qui mettent 24 et 25 points. C'est ce qui est absolument, je pense, inadmissible pour le coach Rad d'encaisser de tels scores. En face à Paris, tout à l'heure aussi, Antoine, tu le disais, on est dépendant, enfin, le Paris Basketball est dépendant de Nobel, de Gary Florimont et de Sylvain Francisco, qui ont mis tous les trois aussi 15 points ou plus, enfin 15 points et 16 points chacun. On va retrouver, je pense, souvent cette même problématique de dépendance sur ces 3 joueurs-là. Mais là, le problème, c'est que tu prends pour la première fois 90 points, enfin plus de 80 points en tout cas sur le match. Et donc, c'est un petit peu compliqué défensivement. Eh ben merci Flav pour ce point de vue. Effectivement, on en parlera un peu plus sur ces matchs et le contenu dans les autres émissions. Je vous donne rendez-vous quant à nous dans 2 semaines pour la prochaine émission. On va juste faire un petit point sur le calendrier et les prochains matchs à venir. On en parle tout de suite. On se donne rendez-vous, messieurs, quant à nous dans 2 semaines pour la prochaine émission. Entre-temps, il y aura eu 2 matchs pour le Paris Basketball. Prochain match, c'est dès ce vendredi. On vous donne rendez-vous à domicile contre Vichy-Clermont. Ça se passe à 20h30 à la Halle Carpentier. On y sera. N'hésitez pas à venir aussi pour voir ce deuxième match à domicile du Paris Basketball. Et puis, prochain match en Pro B, ça sera le 15 novembre contre Blois. Ça sera à l'extérieur cette fois-ci. Voilà pour peut-être enchaîner. On espère une victoire dès le prochain match. Mais messieurs, merci en tout cas pour cette première partie. Quant à nous, on va enchaîner avec la deuxième partie de cette émission. La deuxième partie, c'est quoi ? C'est Gary Florimont qui nous fait l'honneur de venir en studio avec nous. Vous le savez, cette année, on aura pas mal d'invités en plateau qui sont des joueurs, des membres du staff, des personnalités liées au club qui nous font l'honneur de venir en studio avec nous. Et on reçoit tout de suite Gary Florimont. Sylvain Francisco à 3 points. Oh, c'est incroyable ce que nous fait Barbic, Kamagat, Bégarin, le petit jeu à 3 des espoirs parisiens. Décidément, la jeunesse prend le pouvoir à Paris. Oh, le gros contre de Gary Florimont. Valentin Chéry qui nous fait la totale sur cette action. It's cherry time. Nous sommes donc sur le plateau de Paris Basketball en air avec le capitaine de cette équipe parisienne, Gary Florimont. Gary, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à tout le monde et merci à vous de m'avoir invité. On va revenir avec toi un petit peu sur ta carrière de basketball. Voilà, on a pas mal de choses à se dire. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes. On va revenir aussi sur le basket parisien. Beaucoup de choses à dire aussi sur le club et puis sur le basket dans la ville, dans la capitale française. Messieurs, on est parti pour une vingtaine de minutes avec Gary. C'est parti. Nous sommes donc avec Gary Florimont. Gary, première question, elle est toute simple, très gentille. Comment ça va, Gary, ce soir ? Écoute, très très bien. Si je retire les 1h30 d'embouteillage que je viens de passer en venant vous rejoindre, tout va bien. C'est les aléas de la capitale et les problèmes de la capitale
qu'on rencontre souvent les transports à Paris. Mais moi, je suis très choqué, en fait, je suis pas parisien de base, mais je suis très choqué de voir à quel point les gens dans les transports gardent leur calme. Parce que moi, je suis au volant, je regarde à côté et je me dis, c'est pas possible, je suis en train de serrer. Et à côté, ils sont tout calmes. Les gens, ils vivent ça bien. Je crois que les Parisiens commencent à avoir l'habitude de. Ouais, je pense aussi. Ouais. Parce qu'il fait froid maintenant, là. Triste habitude, mais je crois que les gens commencent à avoir l'habitude de ces transports. Gary, d'abord, je vais te remercier encore une fois d'être présent ici sur le plateau. Donc, on va revenir un peu sur ta carrière, une carrière riche en expérience. Tu as 32 ans, tu viens de Saint-Claude, en Guadeloupe, natif. On va commencer par le commencement de ta carrière. On a vu que tu avais une expérience chez les U18 de l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? L'Euro 18 et après. Bah, j'ai fait équipe de France U18, ça s'apparente au niveau junior. J'ai fait junior et espoir. Ouais. U20 aussi, du coup, U20 ça. aussi. Bon, j'étais avec les 1 an plus vieux que moi. Mais écoute, c'est une génération. Il y avait Nicolas Batum, Nando De Colo, Fabien Causer. Mbaye Abdou Mbaye ou tu parles de Amat Abdou. Abdou, ouais, Abdou, oui. Abdou était, c'est génération 88-87. Oui. Donc moi, je suis 87. Et donc avec toute génération 88, un peu avec Nico Batum, tout ça, un peu pour parler des plus connus. Hein, Nando De Colo. Rodrigue Boba n'était pas encore bien reconnu par le milieu. Il n'avait pas encore été bien détecté. Mais voilà, on a eu l'occasion de vivre des expériences assez folles pour des jeunes de notre âge. Hein. Aller jouer à championnat d'Europe, faire des trucs en Turquie, jouer contre les Turcs avec des joueurs comme Arsène Ilyasova, des mecs comme ça, dans des salles pleines. Bon, quand tu as 18 ans, jouer dans une salle où il y a 8000 personnes qui crient, qui encouragent. Alors, même si ce n'est pas forcément pour toi, mais sentir un peu cette énergie dans ce pays qui est totalement, on va dire, fou quand ils suivent un sport, que ce soit le foot ou le basket. Ils sont vraiment à 100%. Donc, ouais, c'est vraiment des bonnes expériences. Comment tu as fait pas mal de clubs, du coup, depuis le début de ta carrière maintenant. Comment tu retraces, toi, un petit peu ton évolution sur tous ces clubs-là? Comment tu sens un petit peu cette évolution-là? On va dire que je fais partie des joueurs qui n'ont pas été talentueux en étant jeunes. Hein, ça peut se voir. Hein, aujourd'hui, c'est pas... ça, souvent, par les jeunes joueurs, c'est vécu un peu négativement de dire que tu n'as pas de talent, mais avoir du talent, ça ne fait pas tout. Et moi, je faisais partie de cette catégorie de joueurs qui n'avaient pas forcément de talent, mais j'ai toujours aimé travailler. Et alors, on a un terme un peu dans le milieu un peu péjoratif, je trouve, en tout cas qui est reçu négativement par les joueurs, c'est besogneux. Sauf que être un joueur besogneux, ça n'empêche pas de mettre des points, ça n'empêche pas de briller. C'est juste qu'à un moment donné, c'est un joueur qui a compris que pour qu'il puisse briller, il faut qu'il se mette au service de l'équipe et que sans l'équipe, il n'est pas forcément bon. Contrairement à d'autres joueurs qui peuvent faire la différence un peu tout seul. Hein. À l'image, pour parler des plus connus qui sont dans notre club, un joueur comme Nobel Bungokolo ou Francisco qui sont capables, eux, de sortir de situations un peu compliquées grâce à leur talent. Mais non, voilà, donc moi j'étais un joueur travailleur, donc j'ai travaillé, je suis très fier de mon parcours parce qu'au début, personne ne me prédisait de faire une carrière même si elle n'est pas extraordinaire, mais j'ai duré dans le milieu et puis je suis très fier de ce que j'ai pu faire avec les moyens du début. Donc voilà, ça prouve, quand je discute avec certains jeunes qui ne sont pas forcément talentueux, je leur dis qu'il y a une autre façon de réussir aussi, que le travail, ça fait beaucoup plus que le talent. Parce que le talent, à un moment donné, est rattrapé. Et, sauf que c'est le travail qui va faire la différence. Surtout, c'est qu'en fait, apprendre à travailler, en fait, le problème, c'est que quand un joueur travaille, en fait, tu travailleras dans tout, en fait, soit dans ton métier, ta reconversion dans le basket. Et le problème, la différence entre les joueurs talentueux et les joueurs besogneux, c'est que quand tu as appris à travailler, tu as appris à aimer ça. Donc au final, quand il faut retrousser les manches, en fait, toi, tu vois pas la difficulté et tu te fais pas mal parce que c'est devenu une habitude pour toi et c'est ta raison de vivre, c'est ta façon de concevoir le basket. Donc c'est plutôt une force, on va dire. Et je suis bien d'accord. Tu as commencé du coup ta carrière à Cholet, c'était en 2005. 2 ans plus tard, tu pars à Poitiers en Pro B et là, champion de Pro B avec Poitiers. Est-ce que tu considères ça comme, on va dire, le point culminant de ta carrière ou c'était une expérience parmi tant d'autres? À Cholet, j'ai quitté Cholet en 2005, mais je suis arrivé en 2002 parce que j'ai été formé là-bas. J'ai eu la chance d'être formé à Cholet. T'es formé là-bas. Et je suis passé pro, mais avec ce qu'on sait, hein, on est un peu comme à l'image des jeunes un peu du club. Tu joues pas trop. Surtout moi, j'étais à Cholet à l'époque où Cholet, on va dire, était un acteur, même s'ils le sont toujours, mais était un acteur vraiment majeur du basket français. Donc c'était très dur de faire sa place. Donc comme tous les jeunes, j'ai emprunté le chemin de la Pro B pour aller faire mes armes.
Et moi, j'avais connu Rudy Nellum, qui est encore actuellement aujourd'hui le coach de Poitiers, qui était coach pro là-bas à Cholet. Donc, à un moment donné, j'ai eu l'occasion de partir, j'ai reçu des bourses pour partir aux États-Unis, notamment à Gonzaga, St. Mary's. J'ai reçu des bourses de Texas Tech. Et malheureusement, j'avais fait un cursus, malheureusement ou heureusement, on ne sait pas trop, mais j'avais fait un cursus professionnel à l'école. Et le problème, c'est qu'au moment de constituer mon dossier, l'ANSSI a jugé que je n'avais pas les notes suffisantes dans les matières générales. Donc j'étais obligé d'être redshirt, donc c'est-à-dire de passer 1 an sans jouer. Et à l'époque, on me proposait d'aller en JUCO, donc ce qui équivalent un peu les classes préparatoires en France. Tu fais 2 ans, c'est ça? J'ai passé 2 ans, mais le problème, c'est qu'on sait comment ça se passe aux États-Unis. J'avais des bourses pour des grosses facs. Est-ce qu'après 2 ans, j'étais toujours aussi, on va dire, aussi attirant pour une fac. Pour les grosses facs. Donc j'ai pris le choix de rester à Cholet et de m'aguerrer au contact de joueurs comme Jim Bilba, des choses comme ça. C'est ça qu'on a demandé. Est-ce que tu as eu des joueurs ou des coachs qui t'ont aidé à devenir ce joueur besogneux dont tu parles à Cholet ou même ailleurs Après, moi j'ai un coach qui a formé tous les joueurs qui sont passés par Cholet, qui s'appelle Jean-François Martin. C'est un très très grand monsieur et je lui dois beaucoup de choses parce que c'est plus qu'un coach formateur. Ça a été un guide en fait pour moi et beaucoup de joueurs, qui a formé notamment des Kevin Séraphin, Rudy Gobert, Nando De Colo. C'est lui qui a sorti tous les joueurs qui sont sortis de Cholet. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est la rencontre de ma carrière qui m'a fait vraiment passer un cap, tant basketement que humainement, parce que c'est quelqu'un qui recherchait à former des hommes avant tout et pas seulement des joueurs de basket. Et malheureusement, le milieu aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes où si ils n'ont pas un potentiel futur dans le milieu professionnel, ils sont rapidement mis de côté, alors que ce monsieur a donné de la considération et de son temps à chaque joueur qui sont passés par Cholet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de remarquable, parce que c'est pas à la portée de tout le monde, parce que c'est une industrie, c'est un business, le sport. Donc de centre de formation, le but premier, c'est de produire des joueurs professionnels. Et souvent, les entraîneurs de centre de formation oublient qu'il y a des hommes derrière et des enfants et des ados. Surtout dans le sport, c'est vrai qu'on... Dans le sport. C'est une broyeuse. Moi, j'ai beaucoup de copains qui sont passés, parce qu'on parle beaucoup de ceux qui réussissent, on ne parle pas de ceux qui ne réussissent pas. Et malheureusement, en fait, on fait miroiter aux jeunes joueurs qui ont en centre de formation une issue heureuse, alors que ce n'est pas tout le temps le cas. Mais par contre, c'est une école de la vie, parce que tu parlais j'étais champion en 2009 avec Poitiers, ça a été des années sportivement, on peut voir sur le CV qu'il y a un point culminant, mais surtout c'est que ça a été des rencontres où j'ai joué 2 ans là-bas, on a fait 2 finales de suite, une perdue et une gagnée, mais surtout ça a été des rencontres et je me suis lié d'amitié avec des personnes pour toute la vie. Et ça, c'est des choses qui... Le sport te permet de vivre des moments comme ça, et ça, c'est des choses qui n'ont pas forcément de prix dans une carrière, en fait. Donc vraiment, il y a le sportif où on a été champion de France, mais c'est toute l'aventure humaine qu'il y a derrière. Et même aujourd'hui qu'on se croise, en fait, on se rend compte. Tout à l'heure, en venant, j'étais sur la route, j'étais en téléphone avec Lamine Kanté, qui a été champion avec moi. Et à chaque fois, on se parle au téléphone, on se remémore même pas le titre, on se remémore toutes les anecdotes qu'il y a pu avoir dans le bus, déplacement, tout ça. Ouais. Et en fait, au final, tu te rends compte, en fait, c'est ce que tu gardes en fait quand tu arrêtes ta carrière, parce que c'est vraiment des choses qui sont pas à portée de tout le monde. Je veux dire, demain dans le boulot, on noue pas forcément des amitiés sincères, on vit pas forcément des aventures à haut stress ou à dénouement heureux ou malheureux avec tout le monde. Donc ça, c'est des trucs vraiment moi, je trouve, dans mon métier, ça c'est le truc vraiment central, quoi. C'est qu'on parle beaucoup de sport en général, et surtout dans le basket. On va regarder les statistiques, on va regarder les palmarès. Derrière ça, il y a des hommes comme tout le monde qui ont eu des joies, des galères, des parcours. Et, une famille, tout ça, oui. Et justement, parlons de ces à côté un petit peu. Il y a le basket, mais il y a ce qu'il y a aussi à côté. Tu parlais des joueurs qui se concentraient à fond dans le basket et certains qui n'ont pas eu la chance de pouvoir réussir. On sait que tu passes un master 2 actuellement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce master-là et surtout pourquoi faire ce choix d'un à côté? Écoute, heureusement pour moi, j'ai jamais été joueur talentueux. Heureusement pour moi, je vais expliquer pourquoi. Parce que chaque saison que je passais, je me disais que c'était sûrement la dernière. Parce qu'en fait, je suis devenu pro, mais honnêtement, s'il devait faire des paris, j'aurais sûrement pas parié sur moi dès le début. Et moi, je viens d'une famille, mon père est agriculteur. J'ai vu mon père travailler très très dur pour gagner que dalle. Et il va en gagner encore moins à la retraite. Donc le basket, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui me permettrait d'assurer un avenir que je ne connaissais pas encore. Donc le problème, pour préparer quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est qu'il faut essayer de se mettre les chances de son côté. Et j'ai choisi donc moi d'intégrer cette école qui est une bonne école, une très grande école de management. C'est une business school. Et je me suis orienté vers le management parce que
c'est ce auquel je crois, en fait. C'est pour ça que je te parle de la vie de groupe, parce que le basket, pour moi, c'est une pépinière, en fait, où tu peux voir des profils de personnalités totalement différents. C'est une fourmilière d'émotions, de difficultés sportives, humaines. Et en fait, je suis totalement dévoué à ça, en fait, ce côté un peu managérial, un peu que peuvent avoir les équipes. Et c'est là-dedans que je prends énormément de plaisir, en fait, au quotidien, à essayer de faire progresser mes coéquipiers, pas sportivement, techniquement, parce que en aucun cas je suis qualifié, même si j'ai de l'expérience, mais humainement, en fait. D'essayer de comprendre un peu les difficultés de tout chacun à communiquer, parce que toutes les saisons ne se ponctuent pas forcément par une fin victorieuse où on sort avec le trophée, mais la joie, c'est quand tu croises un coéquipier qui te tend une poignée de main franche et qui sait que ce soit toi ou lui, vous avez progressé au contact l'un de l'autre. Donc je me suis orienté vers des études de management parce que le sport m'a permis d'évoluer, je pense, beaucoup plus rapidement que les autres au niveau du management, en tout cas humain. Et j'ai choisi de faire une école parce que forcément, on a des qualités en tant que sportif qui sont transférables dans le monde, dans la vie de l'entreprise. Mais il faut se former, il faut avoir les outils pour pouvoir proposer à ses collaborateurs des outils concrets. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'initiative très tôt. Enfin très tôt, j'ai 32 ans, mais j'ai pris l'initiative de m'orienter vers une école parce que justement, je vais pouvoir me former encore après ce master-là et de pouvoir arriver sur le chemin, en tout cas dans le milieu de l'emploi avec le plus d'armes possible. C'est vrai que c'est important, on le sait, une carrière n'est jamais éternelle et ça peut se terminer, tu l'as dit, du jour au lendemain et surtout ça peut se terminer 32, 33, 35 ans et faut anticiper l'après. J'ai eu la chance de me rompre le tendon d'Achille. Je dis la chance, hein, c'est un peu paradoxal parce que ça a été une chance pour moi parce que c'est un moment où je venais de signer à Nancy, j'avais des propositions d'étrangers pour partir en Italie, etc. Et j'ai signé à Nancy, en fait, et cette rupture de tendon d'Achille, en fait, elle m'a fait énormément de bien parce que déjà, ça a été un challenge personnel. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'en fait, tu as toujours des challenges, mais c'est des challenges sportifs et collectifs. Et même si tu t'entraînes tout le temps dur, individuellement, pendant l'été, etc., mais ça reste quand même de le mettre à profit collectif. Donc, en fait, ça a été vraiment la première fois où j'étais au service de mon corps. Parce que je lui demande toujours, quand on est un sportif, on demande à son corps d'aller plus vite, d'aller plus haut, d'aller plus dur, d'être concentré, de répondre présent, de récupérer plus vite. Et c'est la première fois où mon cerveau était à disposition de mon corps. Donc, ça m'a fait énormément de bien. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais énormément de chance, même si je le sais au quotidien, mais de pouvoir faire ça. Et ça m'a fait que me rappeler qu'il fallait mettre les choses en place pour préparer ma reconversion, pour finir les années qui me restent le plus sereinement possible et pouvoir vraiment profiter du bon côté. Parce que beaucoup de sportifs sont en échec parce que y a la pression du shoot que tu rates qui met fin à ton potentiel contrat l'année d'après. Parce que on joue à Paris Basket, mais il faut comprendre dans l'industrie du sport que chaque club contre qui tu joues est un potentiel employeur. Parce que nos contrats, c'est des CDD. Et sauf que la prestation que tu vas fournir chaque week-end, c'est ta carte de visite pour un potentiel contrat. Donc les joueurs qui jouent et qui n'ont pas forcément un pied dans leur reconversion, en fait, y a une pression qui est là. En fait, et moi, je ne voulais pas suivre cette pression. Je voulais vraiment préparer mon avenir pour pouvoir vivre le plus sereinement possible les années de basket qui me restent. Et du coup, en tant que basketteur professionnel, est-ce que tu arrives à gérer ton planning entre justement ton Master 2 et ta carrière professionnelle? Comment ça se passe avec le Paris Basket? C'est une initiative personnelle. Hein. Le club, ils sont au courant parce que le coach, c'est quelqu'un d'humain qui discute. Mais je veux dire, il n'y a pas d'emploi du temps qui est mis. C'est compliqué. Je fais comme tout le monde. Hein. Je veux dire, tu t'adaptes. Je bosse le soir, je me couche à pas d'heure parce que je dois rendre les choses à temps. Et ce qui est bien, c'est que je suis une école qui est habituée à avoir des gens qui sont déjà dans le monde du travail, qui cherchent soit à venir valoriser des compétences qu'ils ont acquises par un diplôme, ou des gens qui sont dans une reconversion ou réorientation professionnelle. Donc, je bosse le soir, je me couche à 3h du matin, je me lève tôt avant d'amener les enfants à l'école, je fais comme tout le monde, je bosse dans le bus, à l'hôtel. Donc, après, c'est un investissement, vous le savez très bien, c'est un investissement, c'est un événement personnel, j'investis en moi-même. Donc, quand on croit en un projet, il faut donner les moyens. Donc, il n'y a pas d'excuse. Je pense que il y a des femmes, il y a des mères de famille qui ont des enfants, qui sont célibataires, qui font des études. Pareil, il y a des gens qui retournent à l'école. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas forcément d'excuses, quoi. Et ça colle bien du coup avec ce que tu nous disais de valeur de travail et d'esprit besogneux que tu as développé. Acharné, oui. On sait que tu es venu sur le tard au basket. Tu nous parlais un petit peu de
cet amour pour les sports de combat. Est-ce Bien que sûr. tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu... Quel sport? Ouais, Lesquels, bah. justement? Bah, en fait, au début, quand je me suis mis au basket, je détestais ça. Je détestais l'énergie qu'il y avait dans le basket. Où, moi, quand je suis arrivé, les petits, ils avaient tous les dernières paires de chaussures, si le maillot, ça. Et en fait, je trouvais qu'il y avait... en fait, l'inégalité sociale était trop visible. D'accord. C'est peut-être bizarre, hein, mais... Via les vêtements qu'on via pouvait les porter, par vêtements, exemple. Via, voilà, puis... ouais, je trouvais que des petits, ils peuvent se payer des camps, ils peuvent se payer des stages parce que leurs moyens... Enfin, je trouvais que c'était trop inégal. Alors que le sport de combat, j'ai toujours aimé ça. Donc la boxe, bien sûr. Hein. On n'appelle ça pas le noble heart pour rien. Hein. Donc c'est quelque chose qui est... Je trouve que c'est un sport qui... Même si les gens peuvent le voir, ou c'est un sport où on se tape dessus, mais il y a beaucoup de valeur. Parce que pour monter sur un ring et se prendre une droite, tomber, se relever, ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de confiance en soi. Et le pire, un truc, surtout moi, que j'aime dans les sports de combat, alors j'adore le K1, j'adore l'UFC, je regarde la boxe, le taekwondo, j'aime tous les sports de combat. Parce que, outre le sport en lui-même, c'est l'idée. C'est-à-dire que passer 3 à 4 rounds à se faire taper dessus, à finir en sang et aller prendre dans ses bras son adversaire, je trouve que ça démontre un certain... Ça demande beaucoup d'avance psychologique et vraiment, c'est un vrai amour pour son sport. Parce que, voilà, il n'y a pas de... Même si, hein, je pense qu'à la fin d'un combat, le mec, quand il rentre dans les vestiaires, il doit taper partout, mais ça demande beaucoup, hein, humainement, à quelqu'un, homme ou femme, de pouvoir aller serrer dans ses bras quelqu'un qui nous a tapé dessus. Quelqu'un qui a voulu, après qui a voulu gagner. Après, là où c'est beau, c'est justement cette même personne sait tous les efforts, vu qu'elle les a fait elle-même, elle sait très bien les efforts endurés pour monter sur ce ring-là et pour le courage qu'il faut pour monter. Et c'est vrai que ça lie. L'histoire est finie, la préparation est finie. Donc, Moi, après, bon, faut pas... J'évite de le dire, mais l'été, ça m'arrive de faire un petit peu de sparring quand je rentre chez moi. Les coachs n'aiment pas forcément ça, hein, mais je trouve que ça fait du bien. Et pour discuter avec des mecs qui eux, boxent, se prendre un KO et remonter sur le ring, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de boxeurs qui, après un KO, arrêtent. Il faut être prêt mentalement aussi, c'est un vrai travail mental. Et puis ça demande un vrai travail aussi, ça demande d'humilité. Pour retourner et dire que voilà, je vais me repréparer. Et puis c'est un sport qui est, mine de rien, qui est très technique, qui est très stratégique. Parce que les gens qui sont pas forcément... qui suivent pas ça, voient ça comme un... Souvent j'ai discuté avec des gens qui disent ouais, les mecs ils se tapent dessus. Les mecs ils se tapent pas dessus en fait. Ça va au-delà. C'est au-delà, je veux dire, c'est technique. Je veux dire, ils passent des heures à étudier les vidéos des autres joueurs, ils connaissent tous les points faibles. Et les mecs, des fois, les mecs, ils connaissent les mecs par cœur. Et souvent, si on regarde les reportages sur les grands boxeurs, certains boxeurs vouent une vraie admiration pour leurs adversaires. Quand les mecs, ils parlent, ils disent ouais, j'ai adoré son style. Et il y a énormément de respect. Mais, le soir d'un match, on oublie tout ça. Et c'est ça que j'aime, en fait, le côté, la capacité à switcher comme ça et à passer d'un état à un autre. Et ça, je trouve qu'on le retrouve dans très peu de sports. Dans très peu de sports. C'est pour ça que tu regardes beaucoup de sports de combat. Énormément. Ouais. Et tant mieux. Tu parlais justement des camps, des jeunes qui pouvaient faire des camps ou pas. T'as prévu d'en faire un en Guadeloupe, chez toi. Comment ça se passe? Est-ce que ça on est avance, ce projet? Bah écoute, c'est marrant, j'étais au téléphone hier soir avec le directeur de cabinet du maire de là où je viens. Parce que moi, la particularité, en fait, c'est que je veux faire un camp, mais qui veut être gratuit. Alors, c'est moi qui veux le faire comme ça, hein, parce que justement, pour revenir à ce que je disais, je trouve qu'il y a trop de jeunes qui J'aimerais casser un peu ce truc-là, de dire que toi, tu peux, donc tu as accès, toi, tu peux pas, bah, tu regardes. Ça, c'est un truc que je trouve, le sport, en fait, l'essence même du sport, c'est pas censé... C'est quelque chose où, quand on y va, il n'y a pas de classe sociale. C'est commun, ouais. Il n'y a pas de classe sociale. C'est-à-dire que on est tous égaux sur le terrain. D'où tu viens, de quel quartier tu viens, quel travail font tes parents, c'est qu'est-ce que tu as dans le cœur et dans le ventre qui est important. Ce que tu es prêt à donner à ce moment-là sur le terrain. Qu'est-ce que tu es prêt à donner à tes coéquipiers? À quel point tu es prêt à te dévouer pour tes objectifs personnels, collectifs? Et c'est tout ce qui compte. Donc voilà, ouais, donc j'ai l'ambition de faire un camp chez moi en Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, c'est comme un papillon, mais savoir que c'est pas collé. Hein. Et c'est pas vraiment collé. Il y a un espace et tout ce qui se passe sur la Grande Terre. Et de là où je viens, sur la Basse Terre, il n'y a pas très peu de choses qui sont mises en place pour les jeunes basketteurs. Donc j'aimerais un petit peu bouger tout ça. Faire des choses qui dénotent, parce qu'il y a des camps qui sont organisés, mais tout est payant 200, 300, 400, 500 € la semaine. Je trouve que ça fait un peu cher pour un gamin qui veut juste progresser. Donc je pense que quand on a comme moi, on a les compétences, on a l'expérience comme moi, on se doit de les redonner gratuitement. Parce que
personne ne m'a fait payer pour me donner ce qu'on m'a donné. Donc je vois pas au nom de qui, au nom de quoi je devrais faire payer pour les redonner. Donc surtout que moi l'été quand je rentre en Guadeloupe, je m'entraîne j'ai la chance que j'ai un maire qui est vraiment compréhensif, donc il me donne les clés de son gymnase et je peux m'entraîner. Et moi c'est les petits de chez moi qui me nourrissent, qui me donnent la motivation, parce que quand je vois comment ils me regardent, je me dis je peux pas décevoir. Donc on le sait, en plus, il y a un fort potentiel sur les îles, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, ou la Réunion en général. Il y a beaucoup de sportifs qui se révèlent là-bas et qui ont un fort potentiel et qui attendent que ça, de pouvoir l'exprimer progresser, et devenir, de progresser. Pourquoi pas défendre les couleurs de l'équipe de France et aller au plus haut niveau. C'est vrai que ça peut être intéressant de... Ouais, c'est sûr. Après, moi, j'aimerais créer une passerelle, alors pourquoi pas avec le Paris Basket privilégié, qui puisse partir recruter, parce qu'on sait que le club est en train de se structurer, même au niveau de son centre de formation. Parce que souvent, on parle de l'équipe première, mais aussi un centre de formation derrière. Donc, il y a des petits derrière qui ont faim, qui vont à l'école. On sait qu'à Paris, c'est pas facile. Le club a mis des choses en place dans des structures avec des lycées, etc. Mais les petits s'entraînent après nous. Donc, c'est intéressant aussi que le Paris Basket puisse avoir... un interlocuteur privilégié en Guadeloupe par mon club, pouvoir recruter des jeunes joueurs, parce que l'avenir, il est partout. Il est en Afrique, il est aux Antilles, il est en Bretagne, il est partout. Donc après, moi j'ai des connexions, c'est juste essayer de les donner et que les petits puissent s'en servir pour eux quitter la Guadeloupe, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de jeunes entiers qui partent aux États-Unis. Parce que c'est vrai que le système français est un peu compliqué scolairement, parce qu'aux États-Unis, on peut poursuivre ses études, aller à la fac, etc., avoir des bourses. Alors qu'en France, passer le bac, c'est très compliqué de continuer parce qu'on intègre les équipes professionnelles, c'est 2 entraînements par jour, on a très vite des responsabilités et on est très vite sollicité. Donc, beaucoup de jeunes Guadeloupéens s'orientent vers les États-Unis maintenant pour pouvoir aussi avoir cette double formation scolaire et sportive. Donc, j'aimerais juste que les réorienter vers la France, parce qu'on a le problème de JFL et qu'il y a beaucoup qui sont pas au courant, et quand ils arrivent à la fin de leur cursus américain, ils peuvent pas venir jouer en France parce qu'ils sont pas JFL. Donc c'est un peu dommage que la France ne puisse pas profiter de tous ces talents-là, quoi. Tu nous fais bien les transitions, parce que tu parlais du Paris Basketball. On va en parler justement. On rappelle que tu es le capitaine de cette équipe. L'équipe est née il y a un an et demi, on va dire maintenant. Premier capitaine du coup de cette formation-là. Alors, première question déjà, qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être le premier capitaine de ce projet, de cette équipe parisienne? Est-ce qu'il y a un sentiment particulier qui est prédominé chez toi, ou c'est quelque chose que tu as pris comme d'habitude avec... Après, tu sais, c'est un truc... alors, je vous allais dire que je suis un bec bizarre, mais pour moi, c'est quoi un capitaine? Pour moi, il n'y a pas de capitaine. Je pense que on est dans un sport collectif. C'est un bateau. Un bateau, on sait, c'est comme une voiture. Toutes les pièces sont importantes. Si tu retires ton volant, si tu retires ton moteur, tu retires un Renault. Donc je pense que c'est le discours que j'ai avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de capitaine. Pour moi, tout le monde est capitaine. Je veux dire, c'est sûr, c'est facile de se dire je suis capitaine quand tu as un vaisseau qui avance bien, mais quand ça va pas bien, est-ce que c'est la faute du capitaine ou c'est la faute des pièces? Donc je veux dire, tout le monde a un rôle à jouer. Et le capitaine, c'est juste le mec que le coach peut appeler à n'importe quelle heure parce qu'il ne comprend pas la réaction d'un joueur. Mais ça, le coach, il peut le faire très bien maintenant avec Amara, avec Nobel. Parce qu'on a une équipe jeune. On aurait une équipe avec des mecs de 30 ans tous. Tu mets qui capitaine? Je veux dire, quand Amara est arrivé, je lui ai dit écoute, Amara, pour moi, c'est toi le capitaine, quoi. Parce que, je veux dire, si on part du principe qu'un capitaine, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, de la sagesse, qui a un certain CV, je veux dire, aujourd'hui, le capitaine, c'est Amarassi. Et il n'est pas que capitaine du Paris Basket, il est capitaine d'une bonne partie du basket français. Donc, non, capitaine, pour moi, c'est quelque chose, c'est un terme qui veut rien et tout dire, quoi. Oui, Antoine. On voulait ton avis un petit peu sur l'image donnée par le Paris Basketball. On sait que c'est un club qui est jeune, mais qui se montre beaucoup sur les réseaux sociaux. On l'a vu même cet été avec le partenariat Adidas, choses comme ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette image donnée par le Paris Basketball? Je trouve que, alors je vais déjà avoir une réflexion de sportif, une réflexion de... Mais sportivement, c'est super bien. Super bien qu'on puisse avoir des équipementiers avec une telle renommée, parce que ça colle vraiment avec l'ambition que le club a. Parce que voilà, le club se donne vraiment les moyens de son ambition d'avoir... on a JD Sport, on a Adidas... je veux dire, on a des équipementiers que peu de personnes ont le luxe d'avoir dans le basket français, même des clubs de Jeep Elite, même en termes de dotation, même en termes d'intervention. On a fait une vidéo qui tourne avant chaque match sur les écrans. Je veux dire, moi j'ai jamais eu un truc comme ça, quoi.
Je veux dire, le truc, c'est d'une qualité, vraiment, ils ont fait un travail remarquable. Et puis, je trouve que voilà, il y a une image vraiment fraîche, c'est très urbain. Tu sens que c'est une identité à part dans l'univers du basket français? En tout cas, c'est à part parce que déjà, de 1, on peut pas se mentir, on est un club qui a été monté de toutes pièces, donc déjà, ça attire le regard. Les gens se demandent, c'est quoi cet ovni, d'où ils viennent. Et puis, tu arrives, tu mets là-dedans, tu mets des jeunes avec des potentiels, des Sylvain Francisco, des Johan Bégarin, Ismaël, et tu vas récupérer Nobel Mongokolo. Le mec, il se dit, attends, il se passe quoi là-bas? Il y a un truc. Même si, au moins, en tout cas, même si pour l'instant, on fait pas peur, mais en tout cas, on questionne. Donc voilà, tu le sens très bien quand les gens ils viennent, ils se disent ah putain, mais moi j'ai des coéquipiers, des anciens coéquipiers, mais comment ça se passe? Vous jouez où? Vous entraînez comment? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais attends, j'ai entendu ci, ça. Donc en vrai, il y a vraiment une émulation autour du club. Hein. Et c'est pas uniquement à Paris, c'est sur tout le territoire français, et en tout cas du basket. Et ensuite, la deuxième réflexion que j'ai, c'est que voilà, d'un point de vue marketing, c'est intéressant, c'est intelligent de part des d'autres, que ce soit du club, que ce soit d'Adidas. Parce que je pense que tous les acteurs qui vont prendre le train en marche maintenant vont en récupérer les fruits un peu plus tard, parce qu'on sait que le projet avec la salle qui arrive, on sait que voilà, Paris c'est du branding, hein, c'est Paris, quand tu mets Paris sur un truc à l'étranger, ça se vend. Donc si en plus de ça derrière tu as un club qui a des résultats, tu as de l'ambition, on l'a vu avec les Qataris dans le foot. Je veux dire, d'un point de vue purement marketing, c'est vendeur, quoi. C'était important pour toi d'avoir un club pro, parce qu'on le sait, le dernier club pro qui était à Paris, c'était le Paris Racing qui nous a quittés en 2005. T'as vu le Paris-Levallois aussi en coup de vent, mais bon, c'était... Là, on est... Il y a des clubs en région parisienne, mais intramuros, ça faisait un petit moment. Pour moi, personnellement, important, non, parce que je ne suis pas parisien, en toute honnêteté, qui est un club pro en Guadeloupe, oui. Ça coule de source, il en faudrait un. Non, mais je rigole. Mais non, c'est logique. C'est logique. Je veux dire, Barcelone, je veux dire, si tu veux, dans les grandes villes, devrait avoir des clubs, pas seulement uniquement à Paris. Je veux dire, à Lille, devrait avoir un grand club. À Marseille, devrait avoir un grand club. À Lyon. Donc, si au jour d'aujourd'hui, je veux dire, Paris, ça va être un porte flambeau. Si ça marche à Paris, les autres grandes villes, elles vont se dire que peut-être qu'il y a moyen que nous aussi, on s'y mette. Donc, je trouve que c'est logique que ça commence par Paris. Et que ça s'étende. Et ce que je trouve dommage, c'est que les gens ne sont pas dit ça plus tôt. Qu'à Paris, il se doit d'avoir une grande salle, un grand club, un grand centre de formation, un grand projet autour de Paris, parce que c'est une ville qui est attractive dans le monde. Donc tout ce qui doit être parisien en termes de vendeur, tu peux le vendre à n'importe qui. Donc, les négociations, c'est vrai qu'on le sait, ça a été assez difficile. Il y avait pas mal de discussions avant pour reprendre un club. Le Paris Saint-Germain avait eu l'idée aussi de faire un club omnisport, du coup, avec le foot, le handball, le judo aussi, et le basket. Là, il y a le Paris Basketball qui arrive avec David Kahn, et c'est important pour le rayonnement du basket aussi en France, hein, d'avoir un club fort dans la capitale, c'est assez intéressant. Bien sûr. Et tu dis, comme si tout se fait pas par hasard, mais avec les JO qui arrivent, et avec les matchs NBA qui vont devenir de plus en plus récurrents à Paris, tu te dis que tu sens que ça sent quand même bon pour le basket parisien et français, parce que quand on voit ce que Tony Parker il fait à Lasvel, moi alors même si j'arrive à la fin de ma carrière, hein, mais je me dis que ça sent bon quand même pour le basket, parce qu'avec tous les résultats qu'on a pu avoir avec nos équipes de France, aujourd'hui je suis content de se dire que voilà, déjà on a un mec comme Tony Parker qui vient remettre les pieds dans le basket français, donc moi ça me fait énormément plaisir, parce que j'attendais ça depuis la dernière génération des Ciara et tout ça. Je me disais que tous ces mecs là ils devaient être investis dans le basket français, pas parce que c'était la place leur revenait de doigt, il fallait qu'ils se forment aussi, qu'ils aient les capacités aussi de pouvoir avoir. Mais je me dis ils savent de quoi ils parlent, d'avoir des mecs qui vont leur expérience, Boris Dio, j'espère que Nicolas Batum pareil, Nando Docolo pareil, je sais qu'il est très près du LOSC. Il fait pas mal de choses dans sa région, donc je me dis que pour les futures générations, ce serait bien que tous ces mecs-là remettent et on serve un peu de leur aura, en tout cas médiatique, et l'expérience qu'ils ont pu engranger à l'étranger, qu'ils leur mettent à disposition. Et on le souhaite aussi pour le coup d'avoir ces grands joueurs qui reviennent sur le territoire, d'apporter l'expertise. Bien sûr. Petite dernière question quand même, pour avoir ton sentiment sur le match à Bercy, qui sera le 26 janvier prochain. Qu'est-ce que ça te fait, toi, c'est peut-être pas un rêve, mais oui, quoique, est-ce que c'était un rêve de jouer à Bercy ou j'ai déjà joué à Bercy. J'ai joué à Bercy déjà, mais j'ai déjà joué à Bercy, mais c'est vrai que comme on me l'a dit, j'ai eu mon première réaction, j'ai dit t'es un mytho.
J'ai dit, ah ouais, d'accord. Et même moi, tu vois, en tant que joueur, bah, des choses que le club est capable de mettre en place, des fois, je me dis, ah ouais, quand même. Hein. Tu vois, c'est des trucs bêtes, mais qu'on ait un maillot pour le Nouvel An chinois. Alors oui, on est dans le 13e, etc. Donc d'un point de vue marketing, c'est intéressant de le faire, mais il faut le faire. Je veux dire, en présentation de l'équipe à la Tour Eiffel. Je veux dire, ok, d'accord, c'est étonnant au début, ouais. On est à Paris, ok. Les gens vont toujours trouver de la facilité. Ouais, vous êtes à Paris, oui, mais il faut le faire. Je veux dire, tout ça, il faut le mettre en place, il faut le faire. Donc même l'équipe administrative, il faut leur tirer un coup de chapeau, parce que ce qu'ils sont capables de faire en aussi peu de temps, quand même, je leur tire mon chapeau. Et puis, de jouer à Bercy, franchement, c'est dingue, quoi. C'est dingue. Alors, moi, j'espère juste que le public va trouver ça aussi dingue et qu'il va répondre présent, parce qu'on sait que la Paris, c'est le plus dur, c'est ça. Hein. C'est de fidéliser les gens, parce que le public parisien, c'est un public qui est habitué à avoir de belles choses, à avoir de la qualité. Donc voilà, après, nous, c'est notre travail de joueur aussi, avant que cette date fatidique elle arrive de ce match à Bercy, de faire le boulot, de gagner des matchs pour attirer les gens. Pour attirer les gens, ouais. Effectivement. Antoine, peut-être une dernière question. J'ai une petite dernière question. On en parlait même déjà au Media Day. Juste pour avoir ton avis sur l'image un petit peu. Tu représentes, vous représentez le Paris en basket. Quand vous vous déplacez, est-ce que vous avez l'impression d'être une cible un petit peu plus grosse, on va dire, de par la réputation de la ville, le nouveau club, tout ce que ça engendre? Il y a une petite cible sur le logo du Paris Basketball. J'ai toujours joué en province, moi, et puis c'est vrai que quand je regardais le foot et que je voyais un petit peu toute l'animosité de fois qu'il peut avoir envers le foot, je me disais, bon, c'est un peu surfait, quoi. Je dis, ouais. Et aujourd'hui, je joue à Paris, c'est vrai que quand on va en province, en fait, on est toujours les plus riches, les plus beaux, les plus privilégiés, les arbitres, alors que les arbitres, c'est juste une catastrophe. Mais de voir un peu que le Parisien, c'est forcément... Ça fait bizarre de le vivre, en fait. Oui. Et des fois, j'ai envie de dire, vous savez, mais je suis pas parisien. Je suis pas parisien, moi. Je savais. Et non, mais franchement, et puis, même aussi sportivement, tous les joueurs, ils veulent venir à Paris. Enfin, je veux dire, faut pas se mentir. Les mecs, ils voient le projet. Tous les mecs, ils veulent venir jouer à Paris. Surtout que beaucoup de joueurs ont des attaches parisiennes de par leur famille. Et donc, tous les mecs qui ont Paris, ils veulent briller. Surtout que tu rajoutes à ça des mecs comme Nobel, des mecs comme Amara. Quand ils jouent, ils veulent tous briller. Ils veulent tous être bons. Parce que, voilà, quand tu arrives, déjà, tu vois la vidéo. Déjà, tu te dis... Je me disais au début, vous n'avez pas fait un cadeau, les mecs. Les mecs, ils vont être chauds bouillants. Vous avez vos vidéos et tout. Ici, tout commence, et la vidéo. Donc, les mecs, ils se disent, donc, c'est vrai que même sportivement, tu le sens qu'il y a une motivation supplémentaire. Parce que souvent, en plus, les joueurs qui viennent, la plupart du temps, ils ont une dizaine de personnes dans le public qui sont venus les voir. Donc, il y a toujours un mec qui veut faire son match. Donc c'est vrai que sportivement, et puis même au niveau notoriété aussi, qu'on se déplace, on sent que les gens, on a l'OVNI, quoi. Tantôt envié, tantôt... où on a des clubs qui nous reçoivent super bien aussi, parce que voilà, c'est bien ce que vous faites en termes de communication, etc. C'est bien pour le basket français. Donc on a de tout. On a de tout. Et on suivra ça avec attention, en tout cas les intentions de vos adversaires sur le terrain. Merci beaucoup, Gary Florimond, d'être venu avec nous sur le plateau de Paris Basketball en Air. Bon match pour demain. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission. Pareil, on parlera des résultats du club. On fera un petit point sur les news. Et puis, on vous annoncera dans la semaine le nom du prochain invité. On a déjà une petite idée. On vous fait la surprise sur les réseaux. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à dans 2 semaines. Bye. Ciao.